Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade spécial Noël. Salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. Ouais. Programmation un peu spéciale ce soir. Exactement, on a fait comme l'année dernière, on fait une émission spéciale. Alors, l'année dernière, on avait un peu regardé les projets qui nous intéressent en 2024, enfin en 2023 puisque c'était l'année dernière. On va faire la même chose ce soir, mais en plus réduit parce qu'on va parler d'autre chose. On va parler des 3 campagnes qui ont mieux marché cette année, le top 3, il fallait bien qu'il y ait un top quand même. Ce qui nous a marqué en 2023 dans les sociofinancements, les KS qu'on a reçus, alors j'ai peut-être reçu un peu plus que toi, parce que je crois que tu n'as pas été super actif toi, mais donc voilà, il y a des choses à dire. Et puis voilà, un peu de projets qu'on attend en 2024, ce qui nous excite, entre autres, hein, évidemment, c'est juste une petite sélection, sinon ça peut durer longtemps. Mais avant de commencer, on voulait vous dire un gros merci de nous avoir suivis toute l'année, de nous avoir supportés l'année. La chaîne frôle les 4000 abonnés, alors ça c'est une excellente nouvelle, j'espère qu'on va atteindre ça on va dire le premier trimestre 2024. Oui, c'est une bonne résolution. C'est ça, 4000 abonnés. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné et que vous découvrez cette émission, n'hésitez pas et activez la cloche. Et puis toujours les pouces bleus et les commentaires, parce que voilà, il n'y a que ça pour nous mettre en avant. J'entendais d'autres youtubeurs dans le domaine du jeu qui indiquaient que c'était de plus en plus dur d'apparaître dans les algorithmes de YouTube et que les pouces bleus et les commentaires, ça devenait vraiment primordial. Donc voilà, on passe le message aussi. Je voulais commencer avec le top 3 de l'année. Je pense que c'est Oui. bien pour commencer, pour lancer le truc. En fait, voilà, c'est ça, c'est une bonne introduction pour ensuite faire un petit bilan sur cette année 2023, C'est ça. qui, mine de rien, a été, je pense que ça va être un peu une année charnière, on y reviendra. Mais bon, maintenant, place au spectacle. Bon, ça va être un peu plus décousu que d'habitude, mais bon, allez, c'est un peu plus en freestyle. D'ailleurs, cette émission, on aurait dû la faire en live en vérité. C'est ce qu'aura fait tout bon youtubeur. Mais bon, on peut pas le faire en live. Là, c'est pas possible. Donc voilà, on enregistre. Donc le top 3 des campagnes de 2023. Haha. Eh bien, en 3e position, c'est un gros outsider, en tout cas en France. Vous allez comprendre pourquoi. On n'aura jamais parié là-dessus. Nous, on était sur le derrière d'ailleurs. C'est Battletech Mercenaries, qui est un jeu de figurines de mecha, donc de gros robots, qui existe depuis très longtemps, puisque déjà au début des années 80, il y avait un jeu de rôle édité par FASA. Je le sais parce que le même éditeur faisait le jeu de rôle de Star Trek, et que j'adorais Star Trek, enfin j'adore toujours Star Trek, et que je l'avais, c'était en anglais d'ailleurs. Et Battletech s'est décliné ensuite en jeu de figurines. Il y a eu une boîte un peu mythique de Battletech avec des standees en carton. Bien sûr, maintenant, ce sont des belles figurines en plastique. Donc c'est du jeu de figurines, et cette campagne, ça a été une espèce de raz-de-marée qui a fait 7 millions d'euros et 23 000 contributeurs. Et jamais on n'aurait pensé ça. C'est vrai que quand on a vu le projet apparaître pour la première fois sur la page Kickstarter, ce qu'il faut dire, c'est qu'en tout cas en France, on n'avait pas été trop matraqué par la publicité autour de cette campagne. Non. Je pense qu'à partir du moment où ils visaient un public américain, ils ont vraiment tout concentré là-dessus. Mais nous, on a été un petit peu épargnés. Et c'est vrai qu'au début, on l'a vu apparaître en se disant tiens, on va en parler dans les nouveautés. Et en quelques heures, ça y est, il était déjà en haut du panier. Et puis, il s'arrêtait pas, quoi. Vraiment, oui, c'était une campagne longue. La campagne était campagne longue, extrêmement active, avec des boîtes qui se sont débloquées au fur et à mesure, etc. Et plus ça grandissait, plus en fait, on s'est renseigné sur le projet. Et en fait, on a découvert qu'effectivement, il y avait tout un univers autour de Battletech avec visiblement des fans très, très, très actifs. Parce que un score pareil pour un territoire aussi limité, ça reste quelque chose d'assez incroyable et je n'ose pas imaginer ce qu'aurait été le score ouvert à l'international. Alors moi je connaissais parce que j'aimerais bien y jouer à Battletech. Ça n'existe pas, c'est très très confidentiel en France. Mais des fois je regarde des rapports de bataille sur YouTube de Battletech. Je me fais un peu plaisir parce que moi j'aime bien les gros robots et ça a l'air chambé quoi. Mais c'est vrai qu'en France c'est un jeu, il n'y a pas beaucoup de gens qui y jouent quoi. Parce que il n'y a même pas de traduction française de règles. Alors peut-être fait par des fans et encore je suis même pas sûr. Mais en tout cas aux US c'est un gros jeu de figurines. Ouais. Et en Angleterre, en Allemagne un peu aussi. Mais en France non. Donc voilà, ça c'était la grosse surprise on va dire du top 3. Les deux autres moins, quoique. 2e position pour cette année 2023 c'est The Witcher. La Voix du Destin, 4 millions d'euros et 29 700 contributeurs. Donc c'est le 2e jeu tiré de la licence de Witcher. Et c'est un jeu un peu plus abstrait. Et quand je dis que c'est à la fois une surprise et à la fois pas une surprise, c'est que le premier Witcher avait cartonné, on y reviendra un peu plus tard. Mais ce Witcher-là était un peu plus abstrait, on va dire. C'était un peu plus risqué au niveau du gameplay. En fait, c'est-à-dire qu'il mêlait on va dire, un gameplay un peu asymétrique, un peu abstrait, qui était entre compétitif et coopératif. Ouais.
et avec évidemment un tout petit peu de notion de narration, hein, avec des missions à accomplir qui sont présentées sous une forme de paquet de cartes. En gros, on estime que dans la partie, il y a un barde en fait, qui suit les différentes épopées, et celui qui parvient à accomplir la mission en accomplissant le plus d'actes de bravoure, et ben, en fait, sera celui dont on se souviendra à la fin du jeu. Donc c'est vrai qu'il y a une prise de risque, ça on doit le reconnaître, hein. Moi j'étais pas forcément friand de la proposition, mais je dois quand même admettre qu'ils ont essayé de tenter autre chose, et visiblement le public a répondu présent. Alors est-ce que le public a été conquis par le gameplay ou par la licence, ou un petit peu des deux? Je sais pas trop, j'ai quand même l'impression que quand même la marque The Witcher a quand même déjà de base attiré un nombre de joueurs assez conséquent. Il faut dire que l'éditeur qui est Go On Board avait super réussi leur premier jeu, hein. On va en reparler dans les jeux que j'ai reçus cette année. Il a même fait 4 800 000 euros. Donc c'est énorme, surtout que c'est un jeu de plateau. Bon, il y a un peu de figurines, mais ça reste un jeu de plateau, on va dire, qui n'est pas pléthorique au niveau matériel, hein. Donc c'est vraiment, un énorme succès, quoi. Et enfin, le premier de cette année, il est très récent en fait. On en a encore parlé il y a 2 semaines. C'est Nemesis Retaliation. Donc les 2 premiers sont sur GameFound, hein, cette année, hein. C'est à noter, hein. Ouais. Donc The Awakened Realms, on va en reparler aussi. 11 millions d'euros, 41 000 contributeurs. Ça sèche, hein. Parce que tu vois, on a dit, Battletech, c'est pas possible, il sera jamais battu, ça va être la plus grosse campagne de l'année. 41 000 contributeurs, quoi, pour Nemesis. Ouais, c'est fou. C'est une fois et demie le C'est fou. nombre de contributeurs. Et en pas longtemps, hein, parce que la campagne, elle a duré quoi, 15 jours, 20 jours, même pas 20 jours, je crois. Ce sont les 3 premiers de l'année. Donc, conclusion, ça marche quand même. Malgré la crise, malgré l'augmentation, malgré la TVA, malgré les nombreux problèmes qu'il y a eu avec certains éditeurs, les gens continuent à backer des projets sur Kickstarter et GameFound et autres. Donc il y a quand même des chiffres très impressionnants, 11 millions d'euros. Oui. À noter qu'il n'y a pas de Cool Mini or Not dans les 3 premiers. Il n'y a pas de Cool Mini or Not, et c'est là un peu, on va rentrer un petit peu sur le bilan de l'année, hein. On disait en introduction que 2023, ça avait été une année assez particulière pour le financement participatif, parce que je pense qu'elle va entériner en fait un nouveau modèle. Il y a toujours autant de contributeurs, mais on va dire qu'on a un modèle qui s'assagit énormément. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, ça vient cristalliser beaucoup de transformations, hein, du milieu, qui ont débuté avec la crise Covid, augmentation du coût de fabrication. Ensuite, il y a eu la crise des transports. Ensuite, il y a eu la mise en place de la TVA obligatoire, etc., etc. Parce que c'était une espèce de zone grise dans le financement participatif. Il y a eu beaucoup de fraudes, il y a eu beaucoup de détournements, etc. Donc il y a la répression des fraudes notamment qui lui met un peu son nez par là, qui a rattrapé tout ça par le col, et qui s'est dit, bon, aujourd'hui, il faut qu'il y ait une réglementation, il faut qu'il y ait des règles un peu plus strictes, et on peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi dans ce milieu-là. Et ça, en fait, ça a eu plusieurs effets. C'est-à-dire qu'on a moins, on va dire, de projets à gros risques, et on a d'un autre côté des sociétés qui se sont vraiment installées avec un modèle qui est très défini, et on pourrait presque commencer à parler de précommande plus que de financement participatif. Ces mecs qui n'ont plus forcément besoin de ça, qui pourraient tout à fait passer par un modèle de boutique, mais qui continuent à utiliser ces plateformes pour vendre leurs jeux. Donc ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui va devenir le nouveau modèle, je pense, pour un bon paquet d'années, je pense. Oui, on voit bien qu'il y a de plus en plus de jeux qui sont là un petit peu par opportunisme aussi, au lieu de sortir en boutique. Et on voit bien aussi que les campagnes sont de plus en plus calibrées. Il y a de moins en moins de campagnes surprises, comme on a eu avec Kelp il y a encore quelques semaines par exemple, qui a été là pour le coup une vraie campagne à l'ancienne, pour ça qu'on aimait bien aussi. Mais tous les gros jeux, les blockbusters là, ce sont des choses très programmées. Ils sont bien obligés aussi parce que ça coûte très cher à faire et que ils peuvent prendre un minimum de risques. On est quand même dans une industrie, dans une petite industrie, hein. C'est vrai que certains chiffres font un peu tourner la tête, mais on reste quand même très loin des modèles économiques du cinéma ou du jeu vidéo ou même de l'édition papier, hein. Quand on parle de loisirs, hein, ou de culture, le loisir culturel. Donc sortir un jeu, c'est quelque chose quand même de risqué, surtout quand on fait des jeux avec beaucoup de matériel. Et c'est vrai que là, on l'a vu avec l'exemple, forcément, on va parler de l'effet en couloir, mais on l'a vu avec Mythic Game, hein. Ça a été l'année qui a sonné le glas, hein, pour le studio. Donc ça faisait quelques années qu'on commençait un petit peu à se dire ça commence à sentir pas bon, etc., etc. Mais en fait, aujourd'hui, justement, on voit qu'avec ce modèle-là, dans plein d'autres mondes,
il y aurait eu des systèmes d'aide, de machin, de redressement, là non, Mythic Game, ça a coulé, et puis tant Ouais. pis. Ils sont Et donc du effondrés, coup, disons qu'ils ont à chaque fois essayé de financer un jeu avec une nouvelle campagne. Hmm. Et puis quand la nouvelle campagne marche pas, bah, c'est la catastrophe et c'est ce qui s'est passé. Alors en plus d'une et gestion catastrophique. Hein. oui, bien sûr, bah en fait c'était un cumul d'erreurs, mais c'est pas les seuls. Là, c'est Non. vrai que dernièrement, on le sait qu'il y avait, notamment c'est la dernière campagne de Serious Poulp, là. Oui, Seven Alors c'était Citadel. ouais, la Seven Citadel, qui a pris un retard colossal. Mm. Il y a quand même un certain manque, enfin, une montée du mécontentement. C'est vrai que si avant, j'avais l'impression que les backers pouvaient se montrer assez patients, mais parce qu'il y avait encore cette espèce de parfum d'amateurisme, voilà, on a travaillé au quotidien, il y avait une communication, il y avait une entraide permanente, etc. Aujourd'hui, bah, ils savent qu'ils ont aussi affaire à des entreprises avec quelque chose qui a été étudié, il y a une véritable expertise, etc., etc. Et donc du coup, bah, certains retards sont de moins en moins acceptés, certains mensonges quant à la qualité du matériel ou sur les délais de livraison, etc., etc., sont de plus en plus pointés du doigt. Et donc forcément, tous ces éléments mis bout à bout fait que, bah, en gros, le financement participatif est un peu obligé de se réinventer. Et enfin, le dernier truc, je pense qu'il y a eu une énorme incidence, bah, c'est qu'aujourd'hui, et on l'a vu avec le top 3 des jeux les plus backés, c'est qu'aujourd'hui Kickstarter doit composer avec GameFound, qui, avec tous les défauts d'ergonomie qu'on lui connaît, etc., en fait aujourd'hui devient un vrai concurrent sérieux. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que si vous regardez sur les campagnes à venir sur 2024, vous voyez qu'il y a des campagnes qui sont à venir autant sur GameFound que sur Kickstarter. Donc on sent que aujourd'hui il y a des négociations qui se font avec les deux plateformes sur le pourcentage à récupérer, etc., etc., et que les créateurs, bah, ils oscillent un petit peu. Donc pour l'instant, c'est entre les deux, puis on va voir, bah, en fait, lesquels seraient le plus offrant. On voit des éditeurs qui passent d'un site à l'autre, etc. Après, ça brouille aussi un peu les pistes en termes de livraison de matériel, en termes de où ils en sont avec les jeux, avec machin, etc., avec les réputations. Donc voilà, aujourd'hui, on n'est plus dans il y a une véritable, on va dire qu'il y a une véritable pluralité de propositions avec au moins 2 sites, avec la montée de BackerKit de son côté. On a des plateformes qui vont commencer à émerger à droite à gauche. Et donc du coup, voilà, aujourd'hui, Kickstarter n'est plus hégémonique en fait sur le marché. Il y a aussi quelque chose qui s'est passé en 2023, c'est dans les choses marquantes, c'est Awaken Realms. Awaken Realms, société polonaise qui est devenue la plus grosse boîte avec Cool Mini Aeronaut du sociofinancement. Et je dirais même plus que Cool Mini Aeronaut parce que eux, en fait, sont même allés encore plus loin parce que déjà, ils ont créé GameFound, donc c'est-à-dire qu'ils ont aussi des billes sur la mise en avant des projets, ce qui leur donne quand même un pouvoir supplémentaire sur les autres sociétés. Et ensuite, ils ont aussi créé un nouveau modèle de communication qui s'approche un peu de ce qui se fait dans le monde du jeu vidéo, avec une méga conférence en début d'année, avec des projets qui vont être teasés, un live qui a été suivi par des milliers de personnes en même temps, etc., etc. Et c'est d'ailleurs pour ça, on va en reparler un petit peu après, mais que ça a été très dur pour nous de faire un prévisionnel sur 2024, parce que pareil, en termes de communication, on est passé à un autre level. Aujourd'hui, on est sur, si les campagnes sont moins surprenantes, par contre, on a une communication qui est extrêmement agressive, à base de projets qui vont sortir de derrière les fagots, en disant, voilà, en fait, dans 3 semaines, il y a un gros jeu qui va sortir, etc. Une espèce de secret à droite à gauche, etc. Donc, ce qui fait perdre un petit peu aussi de tous ces espaces d'échange qu'on peut avoir entre les joueurs et les créateurs. On sait que notamment c'est ce qui avait été fait sur Malia par exemple. C'était ce jeu français qu'on a vu tourner sur les différents stands de convention pendant des semaines, des mois, des années. Mais voilà, parce que les mecs, ils ont travaillé conjointement avec leur public, ils ont fédéré des joueurs autour de ça, etc. Aujourd'hui, voilà, il y a ça, c'est ça qui devient rare. Et aujourd'hui, on va, voilà, à Awaken Wings, là, probablement, je crois que c'est janvier-février. Ils vont nous refaire un grand événement en grande pompe en disant bah voilà, on va vous parler des jeux sur l'année et puis on va poser des dates, des rendez-vous, etc. Donc il y a un vrai effet d'annonce qui apparaît aujourd'hui. On voit bien que ça devient un peu effectivement comme le jeu vidéo. On voit même, alors c'est pas Awaken Realms qui l'a fait, c'est un autre, mais où ils ont invité carrément des youtubeurs, comme on le fait au cinéma, tu sais, dans les presses junkets où on fait venir toute la presse d'Europe en un seul point. Là, ils ont fait pareil, ils ont invité plusieurs youtubeurs à jouer dans leurs locaux, et tout cela filmé évidemment pour faire de la promo. Et Awaken Realms est passé maître là-dedans, parce que 3 campagnes cette année, Nemesis Retaliation, donc on en a parlé tout à l'heure, 11 millions d'euros. Dragon Eclipse, 3 millions d'euros, plus de 3 millions d'euros. Et Stalker,
plus de 4 millions d'euros. Donc ils ont cumulé quand même quasiment 20 millions d'euros cette année, hein. C'est gigantesque. Et je pense que 2024, ça va continuer. Parce qu'ils sont hyper pros, et eux, ils savent gérer leur boîte. Je vais pas être méchant, mais c'est ça, quoi. Donc pour moi, l'un des faits marquants aussi de 2020, enfin la boîte marquante de 2023, c'est Awaken Realms. Après, c'est vrai que l'effet qui se coule de ces effets d'annonce, et il y avait quelqu'un qui l'avait très bien dit dans les commentaires de la vidéo de la semaine dernière. Enfin, il parlait d'une sorte de nostalgie de l'époque d'avant, en fait, enfin du Kickstarter d'avant. Et puis, voilà, qui disait qu'il avait du mal à se motiver sur les projets, qu'il avait l'impression que tout était trop calibré, qu'il n'y avait rien qui sortait des clous, etc. Je me retrouve un petit peu dans ce, Moi, je trouve qu'il y a en quand fait, même dans ce encore des choses. constat-là. Il y a encore des choses, mais c'est Ouais. vrai que par exemple, moi, c'est une année où je n'ai rien backé, à titre personnel, parce que j'ai moins cette espèce de ferveur de vouloir acheter. Il y a des campagnes qui m'ont semblé super intéressantes, mais globalement, surtout sur les grosses campagnes, je les sentais un peu déconnectés. Il y avait plus ce rapport, on va dire, à la même échelle, en fait. C'est vrai que j'entends un peu et je ressens un petit peu les mêmes choses que lui. C'est juste que un moment, dans son commentaire, il disait que voilà, il y avait des boîtes qui voilà, prenaient de moins en moins de risques, etc., que ça apportait plus grand-chose. Alors là-dessus, je suis pas toujours complètement d'accord. Autant pour certaines boîtes, je trouve que ça marche. Autant, typiquement, on parlait de Awaken Realms. Ok, ils ont eu leurs grosses licences. Là, ils ont eu Stalker, ils ont eu la Nemesis. Mais à côté de ça, ils se sont servis de ça pour lancer Dragon Eclipse, qui était quand même un peu singulier, on va dire, dans la création, dans ce qui se faisait, etc. Moins sur la forme, mais sur le fond, voilà, on avait un jeu qui sortait un peu des sentiers battus, il y avait un peu de prise de risque. Ceux qui m'ont particulièrement déçu, moi, par exemple, à contrario sur cette année, ça a été plus Chip Theory Game. Qui avait, on rappelle, Oui, hein, qui jouissait d'une excellente image. voilà, qui avait ce truc de voilà, on va faire The Elder Scroll, on a un peu teasé le truc, etc. Et qui là sont arrivés avec des prix complètement déconnectés du marché, alors même qu'ils commençaient un peu à s'exporter à l'international. Je trouvais ça un petit peu dommage. Donc ça a été un franc succès, mais bon, j'espère les revoir un petit peu à des échelles plus modestes, parce que vraiment, moi, ça a été mon gros regret de cette année 2023. C'est ce jeu de The Elder Scroll qui, pour moi, répondait pas du tout aux attentes que j'avais. Ouais, je suis d'accord. Moi, une campagne qui m'a beaucoup plu cette année, c'est Stone Saga. Donc Stone Saga, c'est fait par une boîte canadienne qui s'appelle Open Hall Studios. Et c'est des anciens du jeu vidéo, il me semble, qu'on fait ça. Et donc c'est un jeu d'aventure narratif, comme il y en a assez souvent, avec des personnages évolutifs. Sauf que là, on est dans une espèce de préhistoire fantastique, et moi j'adore la préhistoire, avec un look très original. Plein de petites mécaniques de jeu qui ont l'air excellentes. Et leur campagne a été vraiment irréprochable, quoi. Prix décent, super communication, live avec les auteurs, Q&A, jeu sur Tabletop Simulator, stretch goal cohérent. Ça a été vraiment un bonheur de suivre cette campagne. Comme quoi, il y a encore des belles campagnes comme ça. Et c'est pas un mastodonte. Et ils ont fait aussi évoluer leur jeu. Les actus et continuent, hein, parce que moi j'ai backé le jeu. Et ils continuent à faire évoluer le jeu en écoutant les contributeurs. Et il me tarde d'y jouer parce que ça a l'air super. Donc voilà, moi, une de mes campagnes préférées cette année, c'est Stone Saga. Et j'ai vraiment hâte de recevoir le jeu. J'espère qu'il n'y aura pas trop de retard. Parce que ça aussi, ça fait partie des choses marquantes depuis un petit moment. C'est les énormes retards des campagnes. Voilà, il faut être de plus en plus patient quand on back. On va faire une petite aparté. Donc toi, tu l'as dit, tu n'as pas backé de jeu cette année. En fait, très peu. Là, je me suis juste permis parce que ça fait un petit moment qu'on parlait des jeux de Joseph Fares, Ouais. voilà, on en parle depuis un petit moment. Ouais. Donc là, j'ai pris le Roll and Write de Way of the Samurai, en me disant, d'accord. tiens, bon, bah, depuis le temps qu'on en parle, ça serait intéressant de tester les jeux et de voir ce que ça donne. Voilà. Vous Je avez sais une qu'il a vidéo de des plutôt de Berserkers bons retours. d'ailleurs sur la chaîne. Oui, De Fred qui exactement. joue à C'est Berserkers d'ailleurs, de Joseph Fares. ouais, Que c'est j'ai ce qui essayé, qui est très oui, cool. Et du coup, voilà, ça m'a donné, c'est un peu ce qui m'a un peu permis aussi de me dire, bon, allez, il faut que je franchisse le pas, je vais essayer. Le jeu était pas très cher, c'était assez intéressant. Mais c'est surtout que je commençais à avoir une sacrée pile de la honte.
et pas beaucoup de temps pour jouer, mine de rien. Donc du coup, je me suis plus recentré sur les jeux que j'avais chez moi en me disant, avant de repartir sur, on va dire, de l'achat compulsif, essayons déjà de cleaner un peu les étagères, d'avoir bien testé tous les jeux, voilà. Donc je me suis un peu calmé au niveau de la dépense. D'ailleurs, je te rappelle que je t'emprunterai Too Many Bones en début d'année prochaine. Voilà, bah, typiquement, c'est un des jeux sur lequel j'ai le plus joué cette année. J'ai repris ma campagne de Gloomhaven, Jaws of the Lions. Voilà, ça, j'ai fini. Je refais des jeux. Très bien. Spirit Island, je le ressors aussi assez régulièrement. Mais voilà, je décide de me reconcentrer sur ma ludothèque plutôt que sur de l'achat. Moi, j'avais reçu Etherfield que j'ai revendu directement. Faute de place, faute de temps. C'est un énième jeu narratif que j'allais avoir sur une pile qui commence déjà à prendre beaucoup de place. Donc il fallait se montrer raisonnable. Et voilà. Alors après, j'ai toujours Through Ice and Snow qui devrait arriver au mois de mai. J'avais pledgé les boîtes aussi supplémentaires pour Too Many Bones. Voilà. Donc ça, c'est un peu mes attentes pour 2024. Mais par contre, effectivement, je n'ai rien reçu en termes de jeux cette année. Donc ça sera plutôt l'année prochaine pour moi. Et ben moi, j'en ai reçu 4. J'ai fait le bilan. J'ai reçu d'abord Arceis d'Ankama, donc la boîte française, qui est le record absolu de retard depuis que je back des jeux sur Kickstarter ou GameFound. Voilà, record absolu. Je crois que c'est 32 ou 36 mois de retard. Voilà. Donc avec des poids lourds, hein. Derrière Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Meublanc, Théo Rivière, donc que du poids lourd du jeu de plateau français. Un peu déçu, c'est-à-dire énorme boîte, beaucoup de matériel, plein de figurines pour un jeu d'aventure d'égyptologie fantastique, avec un petit carnet de campement, avec ton campement qui évolue, avec des autocollants, etc. Ça, c'est une très bonne idée. Mais le jeu est assez simple, assez linéaire. Finalement, tu as l'impression de voir un jeu grand public. Et du coup, c'est un peu... voilà, tu fais le jeu très rapidement et tu te dis, voilà, une boîte de 5 kilos pour ça, quoi, pour jouer une semaine et demie, en fait. Et cette attente de plus de 30 mois pour ça, bon, voilà, c'est assez décevant, même si le jeu, graphiquement et au niveau des figurines, est très beau. Ça n'empêche pas qu'il y a des bonnes idées dedans, hein, mais c'est un peu simplé, quoi. J'ai reçu Fallen Land, donc jeu américain de post-apocalyptique, monde ouvert, donc qui n'est pas du tout narratif, c'est un pur jeu de plateau, mais où on se balade, on est une faction après l'apocalypse nucléaire, et on se balade sur tous les États-Unis pour des ressources. Il y a un tas de cartes absolument monstrueux de mini-missions, de mini-aventures, et alors ça, c'est chiant, mais je ne regrette pas une seconde de l'avoir backé. C'est un peu impressionnant au début, c'est un peu austère, ça fait très vintage, très années 80 les dessins, même au niveau de l'ergonomie des cartes, des fois c'est un peu bordélique, t'as tellement de pouvoir à un moment donné sur tes personnages, sur tes armes, etc., que t'oublies des trucs chaque tour, mais c'est super, c'est vraiment un pied, il arrive toujours des trucs, j'ai l'impression de jouer à un jeu des années 90 si tu veux, qui dure bien longtemps, où vraiment tu fais ta vie, il y a des événements qui restent sur le plateau, donc il y a des trucs qui restent, il y a des événements qui sont tout de suite défaussés, il faut faire des tests avec des dés de 10, il y a un petit côté jeu de rôle, excellent. Vraiment, alors ça c'est super, ça ne sera jamais traduit en français, mais j'adore jouer à ce jeu. J'ai reçu aussi à The Witcher, voilà le premier, hein, The Witcher Old World, j'aime beaucoup. Je comprends son succès et je comprends pourquoi le suivant a eu autant de succès, parce que ils ont réussi leur coup. The Witcher, c'est vraiment un excellent jeu de plateau, dans tous les domaines, hein. Graphiquement c'est magnifique. Les figurines, je suis en train de les peindre d'ailleurs, et elles sont super agréables à peindre parce qu'elles sont assez détaillées pour vraiment mettre en valeur des choses, mais pas trop non plus pour pas que ça soit une usine à gaz à peindre, avec les socles texturés, enfin c'est vraiment très agréable à peindre les figurines de Witcher. Le jeu en lui-même, je trouve, a beaucoup de rejouabilité, contrairement à ce qu'on peut penser dans les premières parties. On se dit c'est un peu simple, mais en fait il y a tellement de variantes de jeu. Quand tu ajoutes les cartes spéciales, quand tu fais des variantes avec les monstres, quand tu as des variantes avec les monstres, le mode coopératif fonctionne très bien. Le seul bémol, c'est le mode solo qui est un peu faiblard. T'as aussi les mages que tu peux remplacer les sorcereurs par des mages, donc c'est un peu un autre gameplay. Ils ont leurs propres cartes. Il y a énormément de choses dans le jeu et j'ai toujours énormément de plaisir à y jouer. Je trouve que ça fonctionne super bien. C'est vraiment une grande réussite, quoi. Et enfin, j'ai reçu le petit Space Kraken, voilà, jeu narratif d'un indépendant allemand. Alors pour le coup, c'est vraiment de l'indé. Gros bouquin avec, tu peux déplier les fiches de perso.
ta fiche de vaisseau, c'est de la science-fiction. Voilà, c'est un petit peu prise de tête des fois de gérer ça tout seul, mais tu fais ça en solo. C'est un gros bouquin avec tout un tas de trucs qui se déplient. Et c'est bien rigolo. J'ai juste débuté parce que là, j'ai pas eu le temps de m'y mettre plus, mais j'ai fait quelques sessions. Tu montes au niveau de tes persos, tu vas sur des cartes. Il y a beaucoup de trucs random, notamment les cartes qui sont faits un petit peu. T'as l'impression de voir des cartes de jeux vidéo des années 80, mais c'est fait exprès, donc tout est généré comme ça, un peu aléatoirement. Il y a pas mal de règles, hein. C'est pas un truc pour débutants, mais en tout cas, je sens que je vais prendre de plus en plus de plaisir quand je vais atteindre un certain niveau avec mes personnages, quand j'aurai bien équipé mon vaisseau. Ça va être bien rigolo. Voilà, c'est les 4 de mon jeu que j'ai reçus cette année. Donc, globalement, j'ai plutôt eu le nez creux, puisque sur les 4 jeux que j'ai backés, il y en a 3 qui me plaisent beaucoup. Il y en a un moins. On peut pas dire que j'aime pas Arceus, c'est pas vrai, mais avec le recul, je pense que j'aurais pu m'en passer. Par contre, les 3 autres, je suis très content de les avoir à la maison. Bon, bah écoute, on va finir avec les campagnes qu'on attend cette année, cette année, en L'année 2024. prochaine. Bah écoute, je te laisse commencer. Oui, alors avant, j'aimerais juste faire 2 mentions honorables parce que Ouais. je les ai pas mises, mais parce qu'il n'y a pas vraiment d'annonce officielle ou quoi que ce soit, mais ça reste des jeux que j'attends énormément. Il y a dans un premier temps toujours cette extension de Cowboy Bebop Space Serenade. Alors on sait que c'est pas abandonné, que c'est encore en mesure d'équilibrage, on sait qu'aussi les négociations avec le Japon et les ayants droit japonais, c'est très très compliqué. Mais voilà, je l'ai pas mis dans mon top, mais ça reste une des extensions que j'attends le plus. Et l'autre évidemment, c'est la traduction de Set Watch Volume 3 avec la Big Box et le mode campagne. Je sais que j'ai vu sur les différents forums qu'il y avait une prise de contact entre David qui gère Boom Boom Games et Rock Manor Game, mais que bon, les négociations sont assez compliquées. Rock Manor, ils ont l'air assez farouches, plutôt hostiles, et ils lui mettent un peu des bâtons dans les roues, dans le sens où les propositions qu'ils lui font lui demandent vraiment de prendre des risques. Donc il hésite encore, mais bon, j'espère qu'un jour on pourra enfin avoir cette boîte. Donc je ne les ai pas mises dans mon top de l'année prochaine. Autre petit disclaimer, on va dire, comme on l'expliquait plus tôt, c'est qu'aujourd'hui, voilà, beaucoup de campagnes sont encore très secrètes, voire pas encore annoncées, ce qui n'était pas tout à fait le cas l'année dernière. Donc là, pour l'instant, finalement, on a assez peu de visibilité sur l'année 2024. Il y a certainement plein de trucs qui vont nous faire envie. Exactement. Donc on fait avec ce qu'on a à date. Moi, je vais commencer par un projet en fait qui est une réédition d'un vieux jeu qui s'appelle Horror on the Orient Express, qui était une des campagnes de l'Appel de Cthulhu, le jeu de rôle, qui avait été décliné en jeu de plateau, et là en fait qui va être repris et remis au goût du jour par deux des têtes pensantes de Awoken Realms, l'illustrateur d'une part et l'un de ses comparses qui avait bossé sur, je crois, sur Nemesis. Et donc du coup ils ont décidé de dépoussiérer ce jeu-là avec un matériel de fou furieux, peut-être un peu trop, peut-être qu'il y aurait, j'espère, une version un peu plus soft, et voilà, l'idée c'est un mélange entre le crime de l'Orient Express d'Agatha Christie et puis le monde de Cthulhu. Vous êtes dans l'Orient Express, il y a des cultistes, vous allez devoir deviner dans les passagers qui sont les cultistes et mettre fin à leur plan, tout en devant survivre à des attaques de monstres issus de l'univers de Lovecraft, et tout ça évidemment avant que le train n'arrive à destination. Donc typiquement le genre de jeu où il y a plein de manières de perdre et une seule manière de gagner, mais voilà, ils ont l'air de vraiment retravailler toute cette manière de gérer les discussions et l'enquête. Donc j'ai vraiment hâte de voir quel va être le résultat final. En tout cas, voilà. Moi qui étais un petit peu blasé de l'univers de Cthulhu, je suis assez content de le voir revenir, mais notamment parce qu'il y a une phase d'investigation qui est beaucoup mise en avant, et c'était quelque chose qui me manquait un petit peu dans les gros jeux plateau qui étaient beaucoup plus orientés action-aventure. Et je suis pas mécontent de retrouver le côté enquête de l'univers de Lovecraft. Alors moi, qu'est-ce que j'attends ? On va alterner. Tout à fait. Alors, il y a un jeu que j'attends l'année prochaine, pas pour le jeu en lui-même, mais pour la licence. C'est EVE Online ou EVE Online, The Board Game. Alors, ce qui est assez rigolo, parce que si c'est un board game, c'est pas online. Mais bon, c'est le nom du jeu. Ça s'appelle EVE War for New Eden. Alors, EVE Online, c'est un énorme MMORPG, ou MEPORG. Oh la vache. il a dit le terme. Sur PC, qui a pris 2 ans de ma vie.
Je vous en reparlerai quand le jeu sera, enfin quand la campagne débutera. Je sais pas quand est-ce qu'elle va débuter. Il y a déjà une petite fenêtre sur Kickstarter. C'est peut-être le plus gros MMORPG de la planète, Eve Online. Enfin, c'est monstrueux. C'est de la science-fiction. Vous avez des centaines de systèmes solaires qui sont regroupés dans des zones plus ou moins sécurisées. Vous pouvez être, enfin moi ça a été mon parcours pendant 2 ans. J'ai commencé explorateur tout seul à scanner pour avoir pour piller des anciens temples dans l'espace et les revendre après. J'ai fini chef de ma corporation dans une méga structure au fond du nullsec, comme on appelle ça, donc les systèmes qui sont en guerre. Je me suis retrouvé dans des batailles avec 5000 ou 6000 joueurs en ligne en même temps. Donc c'est un jeu absolument hallucinant. Je pourrais en écrire un roman, enfin un bouquin de mon parcours sur Eve Online. Et donc il y a un jeu de plateau qui va sortir sur Eve Online, sur Kickstarter. Et je suis vraiment très curieux de savoir ce que c'est impossible de retranscrire la complexité de tout ce que tu peux faire dans Eve Online. C'est impossible. Donc je pense que ça va être un 4X plus, on va dire, plus classique, mais on ne sait jamais. On va voir comment, justement, je suis très curieux de savoir comment ils vont traiter le jeu vidéo. Est-ce qu'ils vont garder que les guerres entre factions avec des armadas ou est-ce qu'il va y avoir tous les à côté, le minage, l'exploration, la production de vaisseaux parce que c'est les joueurs eux-mêmes qui font le marché dans Eve Online, c'est-à-dire qu'ils construisent des vaisseaux, qui recherchent les pièces, enfin, c'est complètement dingue ce jeu. Si vous ne connaissez pas, regardez des vidéos sur YouTube sur Eve Online pour voir le fonctionnement du jeu, c'est du délire. Donc voilà, donc je suis très curieux de savoir ce que ça va donner en jeu de plateau. C'est Titan Forge Games qui fait ça, qui sont pas trop habitués, j'ai vu, ils font plutôt de la figue, j'ai l'impression, Titan Forge. Je suis curieux, je suis curieux. Alors moi je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Flow. C'est un jeu ça a qui a l'air l'air top, ça. extrêmement ambitieux. Ah ouais. Voilà, qui vont mélanger pas mal de styles de gameplay. Bon, déjà, premier truc que vous allez pouvoir voir. Alors, j'ai vu que ça divisait, mais moi, je suis très très fan de la direction artistique. Et voilà, vous allez jouer là-dessus sur un plateau qui est gigantesque, en fait, qui va se diviser en plusieurs zones. Et chaque zone va avoir son propre gameplay. Un village tout au nord, où là, vous allez plus être dans une gestion de pose d'ouvriers. Vous allez avoir une zone un peu iceberg qui va être orientée exploration. Et enfin, une espèce de caverne dans laquelle vous allez pouvoir aller affronter des monstres. Et donc, du coup, voilà, chacun de votre côté, vous allez avoir une dimension un peu bac à sable, vous allez devoir alterner entre ces 3 zones pour tenter en fait d'accomplir des missions avec évidemment tout un côté narratif extrêmement poussé. C'est un jeu qui a l'air très très ambitieux, qui a connu beaucoup d'évolutions. C'est assez intéressant d'ailleurs de suivre les pages sur les forums pour voir parce que le jeu a été présenté pour la première fois en 2022. Ça fait presque 1 an que les gens ont présenté leur première version et il y a déjà une nette amélioration. On sent qu'ils ont recentré certains éléments, etc. Et voilà, typiquement, moi c'est le genre de campagne que j'aime beaucoup. Ce côté où voilà, ça fait 1 an que les mecs sont en train de discuter avec les joueurs et qu'ils travaillent leur équilibrage et qu'ils prennent leur temps. Et voilà, ils sont pas passés par des studios professionnels ou des machins, ils discutent directement avec les gens qui pourraient être potentiellement intéressés. Et c'est très agréable de lire voilà, tous les échanges qui ont lieu autour de ce jeu-là. Donc je sais pas si c'est un jeu que je backerai à titre personnel parce que trop de matos, trop volumineux sur la table, etc. etc. Mais j'aime beaucoup l'état d'esprit dans lequel il se fait. Et s'il tient vraiment toutes ses promesses, il est possible que ça devienne un véritable incontournable. Ouais, ça, moi aussi, ça me fait très envie, effectivement. Moi, je vais enchaîner, mais rapidement, parce qu'il n'y a pas trop d'infos dessus. Pareil, c'est pas un truc que... Enfin, je me dis pas, je vais le backer absolument, mais je suis curieux. C'est un jeu qui s'appelle Zombie Horde, et qui est fait par une boîte dont je vais recevoir un Kickstarter. J'avais backé un jeu qui s'appelle Neo Morphosis, qui devrait pas tarder à arriver d'ailleurs, qui est une espèce de zombicide mais avec une notion en plus de technicien, c'est-à-dire qu'il faut en même temps réparer la station, il y a un côté hacking en plus des aliens, tu vois. Et là il nous prépare un jeu de zombies, donc les jeux de zombies tu te dis ouais, bon ok, mais je suis curieux justement de voir comment ils vont se démarquer de zombicide, surtout que la promesse, c'est la seule photo que j'ai, c'est que les zombies vont agir un peu comme dans le film World War Z, c'est-à-dire en une espèce de meute, tu vois, une espèce d'agglomérat de zombies, de vagues, et donc ça, je suis curieux de savoir comment ça va jouer sur le gameplay en fait. C'est la seule bonne idée du film d'ailleurs, parce que c'est une très mauvaise adaptation d'un livre qui est absolument génial. Si vous n'avez jamais lu World War Z, lisez-le parce que c'est un chef-d'œuvre, mais le film il n'est pas terrible du tout, que ça n'a rien à voir d'ailleurs. Mais c'était la seule bonne idée du film, c'est justement cette espèce de...
enfin de comment ils présentaient les vagues de zombies comme une espèce de liquide finalement, où ils se déplaçaient tous en groupe. Là, ils reprennent cette idée-là dans ce jeu, donc je suis curieux de savoir ce que ces gens vont faire avec le zombie sur un concept qui est très très proche du jeu, de la saga Call Me Or Not. Voilà, donc je suis curieux, puis j'aime bien les zombies quand même. Donc voilà, ça me fait plaisir. Bah, du coup, moi, je vous parle du dernier projet. Ça s'appelle Hope Chronicles of Osma. Je sais pas comment ils ont décidé de le prononcer. C'est notamment fait par une équipe qui est en partie française. C'est beau, hein. Et qui... Ouais, c'est très 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 beau. Pareil, c'est un jeu qui est en discussion, en développement et en recherche depuis un bon moment. Et qui, en fait, au début, les éléments pris bout à bout peuvent paraître assez classiques, mais il y a un petit twist, parce qu'on est sur du dungeon crawler avec un système d'équipement, etc., sur un livre hein, avec des plateaux, comme aujourd'hui on en voit de plus en plus, qui est un modèle que je trouve plutôt pas mal, puisque ça évite de perdre énormément de temps en installation de tuiles, etc., Donc là, typiquement, on est dans ce qui s'est fait notamment dans le dernier Gloomhaven, Jaws of the Lion, etc. Donc très classique sur ce point-là. Il y a une phase de campement entre chaque mission où en fait vous allez jouer en fait différentes maisons. Et donc du coup, c'est là où vous allez vous préparer pour les missions, etc. Et en fait, d'expérience, ils ont découvert que instinctivement, les joueurs avaient tendance à s'entraider sur les parties où il fallait les combattre les gros monstres et à se crêper un peu plus le chignon sur les phases de campement, puisque il y avait un tel qui voulait un objet, mais l'autre le voulait aussi, etc. Et en fait, ils ont décidé de vraiment illustrer ça et de faire une phase complètement coopérative dans l'exploration, mais compétitive dans tout ce qui se passe entre les parties, avec toute une notion d'influence à récupérer, de persos à recruter pour en fait gagner on va dire en point de victoire sur la famille, et puis en fait voilà, faire en sorte que votre maison soit celle qui progresse le mieux et soit la mieux préparée aux missions. Et donc du coup, qui dit mieux préparée aux missions dit du coup va potentiellement récupérer un meilleur butin, etc., mais qui ne pourra pas l'accomplir sans l'aide des autres. Donc il va y avoir tout un côté un peu gestion de politique interne au jeu, et je trouve que si ça peut paraître un peu bancal comme ça, expliqué de cette manière-là, je trouve que si ça fonctionne, ça pourrait vraiment être, on va dire, une mécanique assez intéressante. Ouais. Non, mais ça a l'air vraiment chouette. Ouais. Carrément. Et ben moi, pour mon dernier jeu que j'attends, c'est un Call Me Or Not, figure-toi. Donc ce n'est ni un Zombicide, ni un Marvel United. Et c'est un jeu, justement, ça fait partie, on en avait parlé, hein, que Call Me Or Not, quand même, malgré ses grosses licences, des fois, il prenait des risques. Et c'était, je trouve que c'était salutaire. Et là, justement, c'est un projet original qui s'appelle Dead Genesis Clan Wars, et qui va nous projeter dans un monde post-apo, comme j'aime, ou qui va être en campagne, où il va falloir gérer ses personnages avec des personnages évolutifs, mais c'est pas non plus apparemment de ce que j'en comprends, c'est pas non plus totalement narratif. On va rester quand même dans du gameplay assez nerveux, et les figurines sont folles. Vraiment, quoi. J'adore le design. Toute la direction artistique est centrée sur le rouge et le noir. C'est très Jeanne Masse, j'adore. C'est magnifique. Ça a l'air mais tellement bien. L'univers en tout cas fait super envie. On est, je sais pas, entre Mad Max, Fallout, voire Blood Rage, parce qu'il y a un côté un peu viking aussi. Il y a plein de choses de mélanger, moi qui me parle. Ça a l'air très original. Je sais pas dans le gameplay, parce que j'ai pas encore vu comment ça se passait, mais en tout cas l'univers me fait très très envie. Et c'est Call Me Or Not qui fait ça. Apparemment, ça va être pour le dernier trimestre 2024, donc on n'est pas rendu. C'est dans longtemps, quasiment un an. Mais il y a quelques photos qui filtrent. Voilà, donc je regarderai les news, j'essaierai de choper des présentations du jeu dans différents salons. Je sais pas si on a eu de filmé, il faudra que je regarde, mais bon, ça va se dévoiler au fur et à mesure de l'année. Je pense que Call Me Or Not va faire une petite présentation de jeu. Ils vont faire monter en puissance la com, et ça a l'air chouette. Je vois les personnages là, ils ont l'air tellement charmés là, t'as envie de les faire parcourir le Wasteland. Apparemment, il y a des créatures aussi. Bon, enfin voilà, ça m'excite beaucoup. Moi, je suis très sensible aux directions artistiques, donc je peux craquer sur un jeu pour la direction artistique avant le gameplay. Bon, après, on verra peut-être que... le problème, c'est que j'ai des déceptions après, tu vois. Parce que je kiffe des directions artistiques, puis après, je vois le gameplay, puis je fais « moi ». Donc ça sera peut-être le cas pour ce Clan Wars, mais en tout cas pour l'instant, j'attends avec impatience et il va falloir être patient. Bon, et ben voilà, écoute, cette émission touche à sa fin. On a essayé de pas faire trop long non plus. On vous souhaite d'excellentes fêtes, déjà. Évidemment.
hein. Et évidemment, là on a parlé tous les deux, mais on vous invite aussi à nous dire dans les commentaires quelles sont vous les campagnes que vous attendez, aussi un petit peu votre bilan sur cette année 2023, comment vous envisagez l'année 2024 sur Kickstarter et GameFound. Donc voilà, l'idée ça nous fera vraiment plaisir de voir ce que vous avez pensé de cette année et ce que vous attendez de l'année prochaine. Donc on vous souhaite évidemment de bonnes fêtes et puis on se retrouve l'année prochaine. Tout à fait. Ciao Swan. Salut Erwan.